Au Burundi, Pierre Nkurunziza est bien de retour dans son palais présidentiel. Il dit sa gratitude aux forces loyalistes et met en garde contre les soulèvements. Manque de reconnaissance envers la force internationale MINUSMA, l'ONU s'insurge contre les autorités maliennes. Les raisons dans ce journal. Déjà des morts et des blessés ce dimanche à Kaboul dans un attentat suicide des talibans près de l'aéroport. Les détails dans un instant. Bonsoir chez vous et bienvenue dans ce journal. Le président burundais Pierre Nkurunziza est apparu ce dimanche à son palais de Bujumbura. C'est pour la première fois depuis la tentative de coup d'État manqué qu'il avait visé mercredi dernier. L'air détendu et souriant, Pierre Nkurunziza s'est exprimé très brièvement devant les journalistes de la presse nationale et internationale sans évoquer les derniers événements politiques dans son pays. Et parlant toujours de Pierre Nkurunziza, de retour dans son palais présidentiel, il a remercié vendredi les forces loyalistes pour leur efficacité à stopper le coup d'État intenté contre sa personne. Il a à l'occasion mis en garde les opposants et à sa candidature à un troisième mandat, qui sont pourtant redescendus dans les rues. Nkurunziza est arrivé en milieu d'après-midi à Bujumbura, où il a rejoint son palais présidentiel. Il venait de sa ville natale Ngozi, à quelques 140 km au nord-est. Il y a passé la nuit après être revenu du Burundi par la route. Rentré de la Tanzanie, où il se trouvait quand s'est produit un coup d'État échoué, le président Pierre Nkurunziza est enfin sorti de son mutisme. Il a exprimé toute sa gratitude aux forces à lui rester loyales et fait un lien entre la tentative de putsch et les soulèvements anti-troisième mandat. À l'occasion de ce jour mémorable, nous voulons remercier du fond du cœur les corps de défense et de sécurité pour l'efficacité et la rapidité dont ils ont fait preuve pour stopper le projet macabre de détruire les institutions démocratiquement élues. Il est évident que les soulèvements en cours sont liés au groupe qui voulait renverser les institutions. Nous annonçons à la population et à la communauté internationale que toutes les frontières du pays sont ouvertes et sont sous bonne garde et que la vie est redevenue normale. Le président burundais a demandé avec vigueur que le soulèvement soit arrêté immédiatement. Quelques heures après l'annonce de la réédition des putschistes, les manifestations anti-troisième mandat interrompues au lancement de la tentative de putsch ont repris dans la capitale. Relevons que ces manifestations émaillées de violence ont fait une vingtaine de morts. Terrorisés par un climat préélectoral, plus de 105 000 Burundais ont déjà fui dans des pays voisins. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU s'est insurgé samedi à Bamako contre un manque de reconnaissance des autorités maliennes envers la force internationale dans ce pays, la MINUSMA. Cette intervention d'Hervé Ladsou fait suite à la déclaration du président malien à la signature d'un accord de paix pour le nord du Mali dans laquelle il accuse les Nations Unies d'être impartiales dans leurs actions au Mali. À la clôture de la cérémonie de signature d'accord de paix au Mali, le président Keïta avait apostrophé l'ONU, remettant en cause son impartialité et sa capacité à faire preuve de justice et d'équité à l'égard du Mali. Le président malien avait par ailleurs exigé que les Nations Unies fassent montre de respect pour son peuple, martelant que cet accord de paix ne saurait en aucun cas devenir une prise d'otage pour le Mali. Des déclarations qui ont indigné le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, qui réclame à son tour de la reconnaissance du peuple malien. C'est quand même la première fois dans l'histoire du Mali que toute la communauté internationale s'est mobilisée pour aider votre pays. Alors moi je demande simplement que cela soit un petit peu reconnu. Les sacrifices humains, le courage dont font preuve au quotidien nos soldats, nos policiers, nos civils, qui sont bombardés, qui sont frappés d'obus de mortier, qui sautent sur des mines. C'est quand même pas des choses légères. Abandonner son confort dans son pays d'origine, venir ici pour sauter sur une mine, ça mérite quand même d'être reconnu. Voilà.
Rappelons que près d'un an après l'ouverture des négociations, l'accord de paix pour le nord du Mali a été signé le 15 mai dernier à Bamako. Il a été signé par le gouvernement malien et par les groupes armés qui le soutiennent devant une vingtaine de chefs d'État, de ministres ainsi que de représentants des institutions internationales. Les groupes rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, avec qui le Mali est en conflit, demandent de nouvelles discussions avant de signer le texte. La période de l'après-signature reste donc très ouverte. Même si les signataires se sont félicités de cette étape, de nombreux intervenants n'ont pas caché que le plus dur restait à faire, et notamment sa mise en application, sachant que des accrochages se poursuivent sur le terrain au nord du Mali. Des milliers de partisans de l'opposition ont défilé hier samedi à Lomé pour protester contre les résultats de la présidentielle du 25 avril dernier qui ont donné le président sortant Faure Gnassingbé gagnant. C'était à l'appel du combat pour l'alternance politique CAP 2015, cette coalition d'opposition qui a soutenu la candidature de Jean-Pierre Fabre. Elle exige notamment la vérité des urnes en clamant ne pas reconnaître Faure Gnassingbé comme le président élu du Togo. Du Togo, rendons-nous en Égypte. 2 juges et un procureur égyptien ont été tués par balle samedi dans le nord du Sinaï, théâtre d'attentats djihadistes visant habituellement les forces de sécurité. Il s'agit de la première attaque visant des magistrats dans la péninsule du Sinaï. Elle intervient quelques heures après que la justice ait condamné à mort le président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée en juillet 2013. L'attaque s'est produite dans la ville d'Al-Arish, le chef-lieu du Nord Sinaï. Des assaillants armés ont stoppé le véhicule des magistrats avant d'ouvrir le feu sur le groupe, selon un responsable de la police. En Égypte, toujours, des policiers morts en voulant désamorcer un engin explosif. Ceci illustre l'impréparation des démineurs au Caire face à la multiplication des bombes. Les attaques armées ont diminué l'année dernière, mais le retour d'attaques à la bombe montre qu'ils n'ont toujours pas disparu. Toutefois, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a promis d'éradiquer les groupes islamiques. Des uniformes de police et des photos de famille, les souvenirs de la vie de Dia Fathi. Le 6 janvier dernier, ce démineur égyptien est mort en essayant de désamorcer un engin explosif caché dans un pot de fleurs au Caire. Un accident que sa mère a craint toute sa vie. Depuis que les problèmes ont commencé dans le pays il y a 3 ans, je lui disais adieu tous les jours. Tous les jours, je lui disais adieu. La mort de Fathi a été revendiquée par le groupe djihadiste Ajnad Misr, qui a mené des dizaines d'attaques semblables dans le pays. Ces attaques visent en particulier les forces de police et l'armée, en représailles à la répression sanglante des partisans de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi, renversé en juillet 2013. Le capitaine Mohamed travaille au nord de la péninsule du Sinaï, le fief des djihadistes, et où se trouve également la branche égyptienne du groupe État islamique. Je travaille dans l'un des endroits les plus dangereux d'Égypte. Tous les jours, nous avons au moins 10 alertes à la bombe. Beaucoup sont de fausses alertes. Mais même avec les fausses alertes, je travaille comme si elles étaient réelles. Les petites bombes qui explosent régulièrement au Caire n'ont rien à voir avec les engins explosifs sophistiqués qu'on trouve en Irak ou en Afghanistan. Mais elles entretiennent une tension permanente. La police assure que ces hommes sont bien entraînés, mais 3 ont déjà perdu la vie en 2015. Pour les démineurs, il s'agit d'être toujours un peu en avance sur les poseurs de bombes qui sont bien souvent tout aussi qualifiés. L'augmentation en qualité des explosifs est due à l'amélioration de la qualité de notre propre équipement, car les poseurs de bombes étudient nos techniques. Alors qu'aujourd'hui nous désamorçons 95% des bombes, est-ce qu'ils vont arrêter? Non. Ils doivent s'adapter en développant des meilleurs mélanges explosifs, plus difficiles à détecter par nos chiens. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a promis d'éradiquer les groupes islamistes. Les attaques armées ont diminué l'année dernière, mais le retour d'attaques à la bombe montre qu'ils n'ont toujours pas disparu.
Un attentat suicide des talibans a eu lieu ce dimanche près de l'aéroport de Kaboul, faisant au moins 2 morts et une vingtaine de blessés. C'était au passage des véhicules de la mission de police européenne. L'attaque intervient 4 jours après une autre attaque nocturne des insurgés contre une résidence hôtelière de Kaboul qui a fait 14 morts. Cette nouvelle attaque intervient dans un contexte de combat quasi quotidien entre les forces gouvernementales et les insurgés islamistes talibans. Envolons-nous vers le Népal à présent. La Croix-Rouge a revu son appel aux dons en hausse, donc à 93 millions de dollars. Cette somme servira à financer ces opérations suite aux 2 séismes qui ont fait près de 8500 morts et des milliers de sans-abri au Népal. L'organisation humanitaire a expliqué avoir reconsidéré sa prévision initiale de 35 millions de dollars après le séisme de magnitude 7,3 qui a à nouveau frappé mardi le pays himalayen, déclenchant une vague de panique à Katmandou et ravageant des villages perdus dans les montagnes. Cela s'explique par le fait que nous avons eu une deuxième secousse qui a exacerbé la situation que nous avions trouvée au départ et que des zones qui n'étaient pas affectées le sont désormais. Certains quartiers où nous sommes, où la deuxième secousse a frappé, jusqu'à 90% des maisons sont détruites. Les organisations humanitaires sont lancées dans une course contre la montre pour fournir des abris et de l'aide aux victimes de tremblements de terre avant que la mousson imminente ne déclenche des glissements de terrain et bloque l'accès aux villages les plus isolés dans l'Himalaya. La première priorité dans ce genre de situation est toujours de trouver des abris. Les gens ont perdu leur maison, ils sont dans des tentes bleues très temporaires que nous voyons partout. Cela n'est pas très digne et c'est quelque chose qui ne peut résister à la saison de la mousson qui s'approche. Critiqué pour sa gestion de la crise, le gouvernement népalais a reconnu qu'il avait été débordé par l'ampleur du premier séisme de magnitude 7,8 le 25 avril, le plus meurtrier à frapper le pays en 80 ans. Ce sera donc tout pour ce rendez-vous des nouvelles sur Sika. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.